Aujourd'hui, on va répondre aux questions. Quelles sont les règles à connaître lorsqu'on exerce une activité chez soi? Comment déduire son loyer de ses frais d'entreprise? Quelles sont les assurances recommandées? Et est-ce qu'on peut déduire des aménagements tels que l'achat d'une climatisation, des travaux, les frais de Wi-Fi, etc., etc. Tout à fait. C'est un ensemble de questions qu'on retrouve souvent au cabinet avec les freelances qu'on accompagne au quotidien. D'un point de vue juridique, peut-être on peut commencer par là, on peut tout à fait domicilier une société chez soi. Alors la règle, c'est de dire, elle est domiciliée en fait chez le dirigeant. Et quand on est tout seul, ça pose pas de souci. Donc elle peut être domiciliée au domicile du dirigeant. Que le dirigeant soit propriétaire ou locataire, on a le droit de le faire. Alors par contre, il faudra peut-être être attentif, puisqu'on n'aura pas la même situation selon que je sois donc associé dirigeant, j'habite une maison, j'habite chez moi, personne ne me dit rien. Si à l'inverse, je suis locataire d'un appartement, eh bien, il faudra peut-être être attentif. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Je vais peut-être laisser de côté toutes les règles, tu sais, de réception de marchandises de clientèle. Quand on est freelance, ça se pose pas vraiment comme question. Euh, En revanche, on peut avoir des choses, des règlements de copropriété qui peuvent être plus ou moins restrictifs. Donc, j'ai assez peu le cas en toute franchise, mais ça vaut le coup quand même de jeter un coup d'œil sur son règlement pour voir ce qu'il en est. D'autant plus que quand on va mettre, et ça c'est d'ailleurs un tip que je donne à toutes les personnes qui nous suivent, dès que j'ai créé ma société, si elle est domiciliée chez moi, je dois bien penser à mettre le nom de la société sur la boîte aux lettres. Parce que sinon, le courrier ne va pas forcément m'arriver. Un courrier qui repart en NPAI, n'habite pas l'adresse indiquée, c'est un risque de radiation assez tôt par le greffe, c'est un risque de contrôle fiscal très tôt. J'ai déjà eu le cas, des contrôles fiscaux parce que les courriers revenaient comme si on n'habitait pas l'adresse. Donc, pour éviter ce genre de choses, on pense à mettre le nom de la société sur la boîte aux lettres. Et donc, quand on habite dans une copropriété, je vous dis ça, je l'ai vécu, c'est quand même bien de se signaler directement au syndic pour dire au fait, j'ai domicilié ma société chez moi, c'est pour ça que je mets le nom sur la boîte aux lettres et qu'on veut garder des bonnes relations de voisinage, on va dire. Voilà, une relation cordiale. Je vais te laisser 5 minutes. Je vais aller mettre le nom de l'entreprise sur la boîte aux lettres. Oui, c'est ça, t'as raison. Surtout si le facteur n'est pas encore passé. Euh, Euh, j'ai une petite question à ce propos d'ailleurs, parce que j'ai vu un système que je ne connaissais pas, qui était le fait de mettre en place son siège social de sa société, par exemple, d'avoir une boîte aux lettres. Je sais que ça se fait beaucoup sur les Champs-Élysées. Et et il y avait deux raisons à cela. Alors il y avait le côté j'ai mon entreprise sur les Champs-Élysées, donc le côté un petit peu prestige au niveau du siège social, mais il y avait aussi l'idée de dire ok, je n'ai pas envie que mes clients ou que tout le monde puisse trouver mon adresse, parce que aujourd'hui c'est assez facile finalement de trouver l'adresse du siège social d'une société et donc savoir où la personne habite, où est son domicile. Alors, si on l'a fait dans une boîte de domiciliation, la vidéo peut s'arrêter ici, hein. On paye un loyer à la boîte de domiciliation, il y a pas de charge à faire passer, on s'arrête là. Donc là, par contre, on se place dans l'hypothèse où on a choisi de domicilier la société chez soi. Alors ça, on peut le faire de deux manières. Soit on le fait à titre gracieux, on ne perçoit pas de loyer à ce titre, soit on le fait à titre payant. Donc, à titre payant, ça veut dire la société est chez moi, je lui réclame un loyer. Parce que si elle n'était pas chez moi, elle serait ailleurs et elle paierait un loyer pour ça. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent chez moi. Donc ok, on comprend bien la logique et dans ce cas-là, l'intérêt c'est de dire le loyer il part du compte de la boîte, du compte pro et il va sur mon compte perso. Donc après évidemment on va se poser la question de la fiscalité là-dessus. Simplement quand on met ça en place, un petit bémol, enfin deux petits bémols, allez on va en mettre deux. Le premier, le montant du loyer que vous déterminez. Euh, le montant de loyer que tu peux déterminer, il va être plafonné en fonction de qu'est-ce que la société aurait dû payer pour un loyer équivalent, pour un local équivalent dans le quartier. Donc évidemment, je ne vais pas comparer par rapport aux Champs-Élysées si je n'habite pas les Champs-Élysées, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je ne dois pas surfacturer du loyer parce que si le loyer normal c'est 200 euros pour une pièce à domicile, je ne peux pas dire je facture 1000 euros. Là, il y a un différentiel trop grand. Bon, par contre, si je suis à 250 au lieu de 200, ça ne se verra pas. Mais il faut comprendre qu'il y a cette notion quand même de comparabilité, on va dire, pour que la société ne soit pas lésée, puisque léser une société, c'est un gros mot, mais ça s'appelle de l'abus de bien social. Donc on va essayer d'éviter de tomber dans cette case-là. Alors il n'y a pas d'abus de bien social quand on est à 50 euros près, mais encore une fois, quand on a des montants de loyer trop importants, voilà, je mets juste en garde les gens, n'ayez pas la main trop lourde là-dessus, restez dans un tarif qui soit défendable. Le deuxième petit bémol que je voulais apporter, c'était si vous êtes locataire. Si vous êtes locataire de votre résidence, résidence principale, on va dire, regardez dans votre bail de location si la sous-location est permise. Parce que quand
je mets à disposition un local à une boîte contre loyer, ça s'appelle de la sous-location. Si la sous-location est interdite, est-ce que je risque pas une résiliation de mon bail? Faut que le propriétaire soit au courant, me direz-vous, mais je pense que ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil quand même dans son bail de location. Voilà. Si on est propriétaire, la question ne se pose pas, évidemment, hein. On fait ce qu'on veut chez soi. Sur la partie du loyer, alors l'ensemble des questions qu'on peut avoir dans nos cabinets portent sur celle-ci. Est-ce que ça vaut le coup de passer un loyer? 100% des gens se posent la question, je pense. Alors, pour répondre à la question, j'ai tendance à comparer par rapport à qu'est-ce qui se passerait si je passais pas de loyer. Si je passais pas de loyer, je prendrais de la rémunération. En fait, si je veux prendre de l'argent de ma société, d'accord, c'est soit je constate un loyer et peut-être plus de la rémunération, soit je prends que de la rémunération. Donc pour moi, pour répondre à cette question-là, j'ai tendance à dire, comparons par rapport à combien ça coûte de prendre de la rémunération. Voilà. On pourrait me dire combien ça coûte de prendre du dividende, ce qui serait aussi une comparaison possible, bien entendu, hein. Bon, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est que, pour avoir fait le calcul récemment, donc c'est assez frais dans ma tête, hein, c'est pour ça que je peux en parler, globalement, en matière de net perçu pour le dirigeant, personne physique, prendre un loyer, c'est la solution qui laisse le moins de net dans la poche. La solution qui laisse un peu plus, c'est les dividendes. La solution qui laisse un peu plus, c'est la rémunération. Quand je vous dis ça, c'est à net équivalent, un net avant impôt équivalent. Donc je compare par exemple un loyer de 3 600 euros par an, comparativement à une fiche de paye de 3 600 euros net, comparativement à un dividende de 3 600 euros net. 3 600, ça fait 300 euros par mois. C'est pour ça que je prends ça. Ce qui est le loyer moyen qu'on constate chez nous. Donc quand on regarde ça, voilà. Maintenant, les résultats sont assez proches, hein, quand je vous dis qu'il y a un ordre du plus petit perçu au plus grand perçu, partant du loyer en allant vers le salaire, ça se tient à entre 2400 et 2600 euros après impôt par an. Donc on est sur quelque chose de très proche. Je ne dis pas qu'on passe de 2000 à 4000 euros, on ne double pas. En revanche, ce qui change grandement, c'est le coût pour la société. Et là, c'est vrai que la solution qui est la moins coûteuse pour la société, c'est le loyer. La solution qui est la plus coûteuse, c'est la rémunération. Donc, si tu veux, je peux peut-être détailler un petit peu pour que les gens comprennent un petit peu l'articulation s'ils n'ont pas envie de me faire confiance, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes les calculs s'ils le souhaitent. Quand je décide de me refacturer un loyer, mes 3 600 euros, eh bien, pour la société, ça fait une charge de 3 600, rien à payer d'autre, puisqu'il n'y a pas de cotisation sur des loyers, il n'y a rien d'autre. Donc finalement, ça fait 3 600 euros de charge, et en plus, quand j'ai une charge, j'économise de l'IS. Donc on peut même chiffrer l'économie d'IS que ça fait. Moi, personne physique, quand je touche un loyer, ce loyer-là, alors que ce soit un loyer ou un sous-loyer, hein, encore une fois que je sois propriétaire ou locataire, ça va être à peu près la même chose. Je vais devoir payer de l'impôt sur le revenu dessus. Si je suis propriétaire, je paye ce qu'on appelle des revenus fonciers, pour ceux qui connaissent. C'est là où on impose les sommes qu'on perçoit, hein, quand on est propriétaire. Je peux bénéficier du micro-foncier si je le souhaite, donc pour n'être imposé que sur une base un peu plus faible. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, voilà, vous payez de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Si je suis locataire, je paye de l'impôt sur le revenu, à peu près équivalent, et des prélèvements sociaux de la même façon. Donc, on comprend bien que ça ne va pas changer grand-chose, et c'est pour ça que je passe, je te disais, d'un net perçu de 3 600 à, après impôt, environ 2400, parce que j'enlève un petit peu d'impôt là-dessus, quand je fais mon calcul. Quand je touche de la rémunération, si je veux comparer par rapport à la rémunération, la société, si elle me verse 3 600 euros net, elle doit payer des cotisations sociales en plus. C'est pour ça que ça lui coûte plus cher. Les cotisations sociales, donc 40% si je suis gérant de URL, plutôt 70-75% si je suis président de SAS. Donc ça ajoute au coût pour la société, et c'est pour ça que c'est plus cher pour la société de payer un salaire que de payer un loyer. Une fois qu'on a dit ça, et sachant que j'ai dit que le loyer était quand même capé pour respecter des conditions fiscales, finalement ça veut dire que je ne vais pas pouvoir remplacer totalement mon salaire par mon loyer, même s'il coûte moins cher à la boîte. Ça n'a pas vraiment de sens, puisque je ne peux pas prendre plus que nécessaire. Par ailleurs, je tiens quand même à le repréciser, mais je pense que les gens l'auront compris. Quand je prends du salaire, je cotise. Quand je prends du loyer, je ne cotise pas. Ça, on l'a bien compris. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour répondre à la question qu'on pose? Je dirais que si on est... tu sais qu'on perçoit encore les allocations de retour à l'emploi, parce qu'on est en phase début de création, oui, ça vaut le coup, parce que le loyer que je perçois, comme il n'est pas soumis à cotisation, je n'ai pas à le déclarer au Pôle emploi. Donc ça ne minore pas mon ARE. Donc ça, c'est intéressant. Ça fera de l'argent de poche. Si je ne suis plus au Pôle emploi, cette question ne se pose pas vraiment, et donc là, je peux commencer à prendre de la rémunération. Donc oui, le loyer, c'est un petit peu intéressant, parce que voilà, je te dis, c'est un peu moins cher pour la boîte. Maintenant, bon, ça oblige à créer un formalisme, donc il faut rédiger un bail de location ou de sous-location ou une convention de mise à disposition, il faut faire des quittances.
voilà, c'est un peu plus lourd au niveau formel pour économiser quelques sous. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui, mais c'est très marginal. Vraiment, c'est pas là-dessus que vont jouer beaucoup de choses. Si j'élargis encore un petit peu la question, les gens me disent aussi, ok, vous me parlez du loyer, donc ça vaut le coup, mais je gagnerai pas grand-chose par rapport à un salaire, hein, si je simplifie un petit peu. Est-ce que je peux passer à autre chose? Oui, si je passe un loyer et que je travaille chez moi, je consomme plus d'EDF parce que j'ai mis mon ordinateur portable chez moi. Bon, quand on fait les calculs, le surplus d'EDF, c'est pas grand-chose hein, sur un ordinateur portable, sauf si je fais du minage, mais sinon, c'est pas énorme. Mais oui, donc je vais avoir un surplus de charge à ce titre. Et évidemment, je n'installe pas 2 compteurs EDF chez moi, hein, j'en ai un seul pour ma consommation pro et perso. Donc, je vais pouvoir déduire une quote-part aussi, pourquoi pas, d'EDF. Quelle quote-part? Bon, bah alors là, ça dépend. Alors, il y a des gens qui ont une approche, tu sais, par mètre carré, en disant j'ai un appartement de 70 mètres carrés, j'ai mis 10 mètres carrés de pièces chez moi, bon, bah je fais 10 sur 70. Bon, voilà. Donc, on peut faire appliquer, pourquoi pas, cette quote-part à la consommation EDF, c'est une méthode de calcul. On peut faire pareil, il y en a qui me demandent pour l'eau. Alors oui, pour l'eau, pour le gaz, si on chauffe au gaz, pourquoi pas, je comprends ces choses-là. La question du Wi-Fi et de l'Internet, bon, pareil, pourquoi pas. Après, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des petites sommes. Hein. Alors, je sais pas combien est-ce que les gens payent leur abonnement, mais on est entre quoi 30 et 50 euros, selon qu'on soit on ne va pas citer les opérateurs, mais chez l'opérateur qui a une couleur ou chez l'opérateur qui est le trublion de l'Internet. Donc oui, après on peut appliquer le 1/7 à ce coût-là, pourquoi pas, voilà. Si les gens estiment que pour eux c'est important, pourquoi pas, effectivement. Ce qu'on ne peut jamais faire passer, c'est la taxe d'habitation. Je ne peux pas constater une quote-part de taxe d'habitation, parce que l'habitation c'est vraiment privé. Il y a zéro qui passe pour la société, d'ailleurs la société a déjà sa propre taxe d'habitation, c'est la CFE. Puisque même si je suis domicilié chez moi, ma société devra payer une CFE. La CFE, je ne peux pas y échapper. Donc le fait que je paye quand même une taxe d'habitation à côté, que je paye quand même une taxe foncière à côté, on s'en fiche. Ça n'aura pas d'incidence sur le fait que la société doive payer sa CFE. Ça n'aura pas d'incidence sur le montant de la CFE non plus d'ailleurs. Donc voilà, on ne fait pas passer la taxe d'habitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sur quoi est-ce qu'on a été sollicité? Voilà, j'ai l'impression que sur les refacturations de charges, c'est un peu tout. Alors après, pour la blague, les gens me demandent est-ce que je peux faire passer de l'abonnement à des plateformes de streaming. Tu sais, il y en a une qui fait parler d'elle en ce moment parce qu'il y a des bonnes séries Marvel. Voilà, bon, oui, pourquoi pas. Hein, si on fait regarder les bonnes séries Marvel, les séries de qualité. Je laisse à chacun le soin de mettre une étiquette sur la série de qualité. Donc, alors ça, c'est plus compliqué. Enfin, allez, on est devant un inspecteur du fisc. J'ai fait passer mon abonnement en streaming. L'inspecteur du fisc qui me demande pourquoi est-ce que vous avez fait passer ça, monsieur, c'est quoi le rapport avec l'objet social? Est-ce que Lilian, est-ce que tu es capable de sortir une phrase? Ah mais bien sûr. Bon, Tu connais pas ma répartie. Ah non, je connais pas, mais vas-y, alors je suis là pour apprendre. Alors tu me prends un peu de cours, mais ce que je dirais, je ne l'ai jamais fait, je tiens à le dire d'ailleurs. Je paye de ma poche les abonnements streaming pour toute ma famille. En plus, ils devraient me remercier, ces ingrats. Je dirais, écoutez, monsieur l'agent des impôts ou madame l'agente des impôts, c'est pour analyser justement la structure d'un film, l'arc narratif d'un film, pour m'en inspirer lorsque je fais mes vidéos YouTube. En plus de cela, il y a aussi la question de l'éclairage finalement, comme là j'utilise une petite lumière, vous voyez, il y a quand même un éclairage, je fais un effort, il y a la musique aussi, et l'ensemble de tous ces éléments m'inspire à créer du meilleur contenu pour ma chaîne YouTube qui, derrière, va avoir un impact sur mon business. Alors, c'est effectivement une bonne réponse dans le sens où tu as bien essayé de faire le lien avec l'activité. Alors, évidemment, dès qu'on est dans une activité hors celle de création dans laquelle tu te trouves, mais plus sur du coaching hors vidéo YouTube, tu me diras, sur du dev info, sur de la gestion d'entreprise, ce type d'argument fonctionnera difficilement. Par contre, si on est sur le lien entre ça qui s'apparenterait à un fournisseur finalement, avec le contenu que je peux créer, bon, on peut le tenter. Le peu d'expérience que j'ai en la matière, c'est que ça passe pas trop, mais je pense qu'on peut le tenter quand même pour voir. C'est peut-être plus défendable, et encore, ouais, même pas. Non, je suis vraiment pas sûr que ça passerait, mais en tout cas, ce serait le type d'argument qu'il faudrait. Voilà, ce serait effectivement là-dessus qu'il faudrait aller si on voulait essayer d'argumenter. Ça c'est vrai. Il y a la partie un peu plus importante que les charges que je refacture, qui est celle des travaux. Alors, travaux, je ne vais pas faire construire ma maison aux frais de la boîte, on s'entend, mais j'habite déjà chez moi. Il y a une pièce qui n'était pas occupée en tant que bureau avant, et je décide de l'occuper, donc je vais peut-être pas faire de gros travaux, mais faire
des frais d'aménagement, quoi, mettre des étagères, acheter une armoire, mettre un bureau, mettre pourquoi pas un peu de raccordement internet pour avoir le filaire, parce que le Wi-Fi, dès que tu as des gros fichiers, c'est la galère. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lilian, mais moi, voilà, je ne jugerai pas le RJ45, le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc bref, ça, on va pouvoir le passer. On n'a pas trop de problème parce que finalement, on arrive à prouver le lien entre j'aménage une pièce chez moi. La société prend en charge ces aménagements. Les factures sont faites directement au nom de la société, que ce soit en matière de mobilier ou si je fais venir quelqu'un pour les raccordements, on fait une facture au nom de la société. Mais là, si l'inspecteur du fisc passe, c'est facile de lui dire, regardez, monsieur l'inspecteur, on peut même limite l'inviter chez soi pour dire, venez constater chez moi que j'ai une pièce dédiée à ça. Et là, à mon avis, il n'y a pas de risque de remise en cause. Il y en a par contre un où, et là je l'ai déjà vu, des gens vont faire passer des travaux qui sont mixtes. Ils vont dire, je refais tout chez moi. Ah oui, mais si tu refais tout chez toi, la cote-part pour la boîte, elle n'est pas énorme, voire elle n'existe pas. Donc, l'exemple concret que je peux citer, c'est les frais de clim. On va pouvoir en parler. Hein. Il fait 50 degrés au Canada, je crois. Donc, il fait chaud dehors, je mets la clim. Mais par contre, j'en profite pour mettre la clim dans tout l'appartement. Bon, là, effectivement, il y a un problème. Soit, j'ai pas de pièce dédiée. Et dans ce cas-là, à mon sens, je ne peux pas faire passer de frais de clim. C'est moi, perso, qui la paye, parce que ça bénéficie à tout l'appartement. Soit j'ai une pièce dédiée dans laquelle je bosse vraiment. Je fais 2 factures. Hein. J'en fais une pour la pièce dédiée, une pour le reste de l'appartement. D'accord. En fait, si les gens veulent une espèce de boussole, c'est est-ce que je pourrais faire passer cette dépense si j'étais dans un bureau? Si ma boîte, elle n'était pas chez moi, mais il y avait un local dédié. Parce que rien n'interdit de mettre la clim dans les bureaux, on est d'accord. Donc là, la réponse serait oui, mais juste pour la partie des bureaux, pas chez moi. Donc voilà, par analogie, je vais faire pareil chez moi. Si j'ai une pièce dédiée, je dis ok, dans ce cas-là, je la fais passer juste pour la pièce dédiée. J'essaie de m'arranger avec l'entreprise de chauffagiste qui vient chez moi pour qu'ils puissent faire 2 factures très cohérentes. Alors, quand je dis cohérent, ça veut dire s'il y en a pour, je sais pas combien ça coûte de mettre une clim chez soi, moi je suis au ventilateur, c'est plus écolo, mais si j'en ai pour 5 000 €, je dis un chiffre au hasard. Hein. Je fais pas 2500 pour la boîte, 2500 pour moi, si moi j'occupe 4 pièces sur 5. On est d'accord? Enfin, c'est ça de la cohérence. Hein. C'est juste ça. Voilà. Mais donc sinon, oui, on pourra le faire passer donc dans la boîte si on respecte les conditions que j'ai indiquées. On pourra même récupérer la TVA hein, sur ces aménagements, donc c'est plutôt intéressant. Ce que j'ai également, c'est alors les frais d'assurance. On n'a pas tellement parlé. Des gens me demandaient est-ce que je peux faire passer une quote-part d'assurance au titre des frais, tu sais, au même titre que l'eau, l'électricité, etc. Alors, une assurance privée, moi j'ai tendance à répondre non, parce que pour une raison toute simple, hein, c'est quelle assurance on parle? Tu sais, c'est l'assurance inondation, incendie, je ne sais plus comment ça s'appelle ces assurances-là. Assurance occupant, je crois. Hein. Bon. C'est pas habitation? Oui, habitation, oui, c'est ça. Assurance habitation, tu as raison. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a un sinistre qui survient et que ça crame? L'assurance, alors d'une part, est-ce qu'elle va payer du matériel qui est au nom de la boîte? Je vais voir le contrat, je ne suis pas convaincu, hein, mais à voir. Donc là, il faut peut-être mettre en place un contrat spécifique. Mais s'il n'y a pas de contrat spécifique et que c'est le contrat assurance habitation Monsieur Guillaume de Lemarle et que je montre une facture EURL XY, je ne pense pas que l'assurance va me payer ce qu'il y avait sur la facture. Mais à vérifier selon le contrat, je ne suis pas assuré. Mais surtout, qui c'est qui va toucher la prime? C'est moi l'assuré. C'est moi, personne physique. L'assurance va me payer. Donc la boîte, elle gagne quoi dans l'histoire? Elle gagne rien. Donc pourquoi est-ce que je ferais passer une dépense là où la boîte n'y gagne rien? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc ça pourrait s'entendre s'il y avait un contrat d'assurance au nom de la société, mais un contrat d'assurance au nom de la société chez soi, je ne l'ai jamais vu faire. Peut-être que ça existe, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne suis pas assureur, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu faire. Donc il faudrait se poser la question, est-ce que je peux mettre en place un contrat pour la boîte qui assure d'une part le mobilier de la boîte et qui en plus ferait que c'est la boîte qui touchera l'indemnité le jour où il y aura un sinistre. Donc ça pourrait être une question à se poser. Si ce n'est pas le cas, il existe peut-être des contrats mixtes. Donc là, il faudrait se renseigner auprès des assureurs. Est-ce qu'il existe un contrat mixte? Je suis chez moi. Est-ce qu'il y a une compagnie qui prévoit ça pour les freelances qui sont chez eux en disant oui, on s'adapte aux nouvelles habitudes de travail et donc on met en place un contrat spécifique qui prévoira des indemnisations particulières pour ça. Dans ce cas-là, il faudrait creuser le sujet. Mais je te dis, je ne l'ai jamais vu à ce jour encore. Donc c'est vrai que pour l'assurance, attention. Mais cela dit, ça pose la question de quelle assurance je dois prendre. Et là aussi, il faut se poser la question. Hein. On parle de l'assurance habitation parce que quand on est chez soi,
comprend bien, voilà, encore une fois, à mon sens, c'est risque incendie, inondation, hein, j'en vois pas trop d'autres. Enfin, aux dégâts des eaux, je veux dire, comme ça vient du dessus. D'un point de vue plus général, il ne faut pas oublier que quand on est freelance, qu'on soit chez soi ou ailleurs, il faut quand même une assurance spécifique pour l'exercice de l'activité, notamment pour les risques qu'on peut causer à des tiers. Une assurance RC Pro, Oui, c'est de celle dont on parle. Oui, absolument. L'assurance RC Pro qui s'applique même à des métiers dans lesquels on ne soupçonnerait pas qu'il puisse y en avoir besoin. Mais les assureurs sont tous très doués pour nous citer des cas où ça pourrait arriver. Donc en plus, les assurances RC Pro des freelances, j'en ai vu un petit peu dans les comptes. La plupart du temps, on oscille entre 150 et 250 euros par an, c'est pas grand-chose. Mais si ça peut permettre de couvrir des risques qu'on causerait à des tiers, et aux tiers, je pense surtout aux clients, bon, je pense que ça vaut carrément le coup de se poser la question, parce que quand il y a un sinistre, c'est pareil, ça peut être lourd. Hein. Ça peut être très lourd, et il y a aussi dans l'autre sens, si le client ne nous paie pas ou nous attaque, Oui. ça peut être un moyen. Enfin, il y a, je sais, des frais qui sont parfois pris en charge par l'assurance. Pour la protection juridique, peut-être. Exactement, pour la protection juridique. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est pas grave. C'est vrai que ce que je vois, c'est que c'est pas très cher. Et effectivement, on est content de l'avoir. Des fois, ça peut rendre service, quoi. Donc oui, tout à fait. Donc on a parlé du loyer, on a parlé des assurances, on a parlé des aménagements. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le fait d'exercer à domicile. En tout cas, il n'y a plus rien qui me vient à l'esprit. Je ne sais plus si dans le sommaire, initialement, il y a des points qu'on n'a pas traités. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, si j'ai bien compris, finalement, déduire son loyer, ça va pas forcément être plus intéressant pour nous en tant qu'individu, mais ça peut l'être plus intéressant pour l'entreprise parce qu'on va pas payer des charges sociales et ça va diminuer l'IS si on passe ces frais-là en charge de société plutôt qu'en se versant du salaire ou en se versant des dividendes. Oui, tout à fait. C'est vrai que là-dessus, alors quand je me verse du salaire, ça diminue aussi l'IS de la société, hein, puisque c'est là une charge. Mais quand je me verse des dividendes, il n'y a pas de diminution d'IS, puisque les dividendes viennent après l'IS. Donc c'est vrai que si je compare par rapport aux dividendes, là, c'est pas la même chose. Et il va falloir, si on fait des frais, pour déduire ces charges-là, il va falloir prouver le lien entre l'exercice de notre activité et ces aménagements, ces frais qui vont être engagés. Voilà, sachant que là, on a une large palette entre la personne qui a juste besoin d'un coin de table pour poser son ordi et pianoter parce que son activité, c'est vraiment ça, et l'autre personne qui peut-être comme voilà, qui font du YouTube ou autre, et elles qui ont besoin d'aménager le micro, le fait que le son ne se réverbe pas, etc. Donc là, les aménagements peuvent être vraiment très différents selon les besoins. J'ai même eu, là, vraiment à l'extrémité du spectre, hein, j'ai même eu un client il n'y a pas longtemps qui me disait j'exerce chez moi, il est en maison, hein, et je dois recevoir quelquefois des clients, voire des salariés des clients à domicile, mais c'est très ponctuel, c'est pas ils viennent travailler chez moi, c'est juste faire un rendez-vous en fait. Hein. Donc, est-ce que je peux aménager le parking de chez moi? Alors, il habitait une maison, je me répète, pour que les gens comprennent bien. Aménager un parking dans un appartement, c'est compliqué. Là, c'est un cas qui était inédit pour moi. Donc, je lui ai fait la réponse suivante. Je lui ai dit, c'est pareil, hein, pourquoi pas. Mais si un jour il y a un contrôle, il faudra qu'on puisse justifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aménager un parking? J'ai pas très bien compris s'il voulait goudronner chez lui ou juste définir des places. Mais en tout cas, il avait besoin d'aménagement là-dessus. Il voulait faire une facture auprès d'une entreprise de terrassement ou autre. Donc moi je lui dis, est-ce que vous avez de quoi, justifier que l'entreprise a besoin de ça? Et là le client m'a répondu, non, c'est un accord moral entre moi et mon client. Je lui ai dit, non, un accord moral ça marchera pas, vous n'avez pas de quoi justifier. Est-ce que par contre c'est écrit dans votre contrat, peut-être, dans votre facture, je sais pas, avec votre client, est-ce qu'il y a écrit que il faudra que les gens puissent venir chez vous, qu'il y a besoin de se garer, etc. Dès qu'on peut avoir des éléments factuels, il faut mettre des éléments factuels. Il faut bien comprendre qu'un engagement moral qui par essence, à mon avis, n'est pas prouvable, on va avoir du mal à convaincre l'inspecteur des impôts, parce que, encore une fois, on est chez soi. Donc le biais, tout de suite, qui est pris, c'est de dire, est-ce que cette dépense ne profite pas à la personne physique plutôt qu'à la société, hein? C'est ça le biais de réflexion. Et c'est à la lumière de ça qu'il faut se dire, est-ce que j'ai de quoi justifier que non, c'est pas le cas? Que là, c'est bien la société qui en bénéficie parce que j'ai besoin de ça pour facturer mon client. Bon, là, c'est une justification. Et on en reviendra un peu à ce qu'on disait lors de la dernière vidéo sur les frais. Est-ce qu'il y a un lien derrière cohérent, économique, entre le coût que ça me coûte d'aménager le parking et ce que ça me rapporte un point de vue chiffre d'affaires? Si j'ai pour 30 000 euros d'aménagement de parking et que je fais 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, non, ça ne vaut pas le coup. Si c'est l'inverse, oui, on comprend bien que ça vaut le coup.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Hey, avant que vous partiez, si vous recherchez un cabinet comptable compétent, j'ai un bon plan pour vous. Number vous offre un diagnostic de votre situation actuelle, 2 mois d'accompagnement gratuit si vous avez déjà créé votre entreprise, et si ce n'est pas le cas, il vous offre la création ainsi qu'1 mois d'accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit et ils sont super compétents. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sure did, it's past all the neon signs.